Madame, Monsieur, bonsoir. Jeudi 6 février, merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début de soirée à Tunis. Dans la capitale tunisienne, le chef de l'État participera demain à la cérémonie relative à l'adoption de la nouvelle constitution. Le président Keïta profitera de son séjour tunisien pour échanger avec son homologue Monsef Marzouki sur certaines préoccupations du moment, notamment la sécurité et la crise au nord du Mali. Nos envoyés spéciaux en Tunisie, Brahima Koulibaly et Bourama Traoré. C'est un ballet des chefs d'État qu'on a assisté ce jeudi à l'aéroport présidentiel du Carthage de la Tunisie. Après Idriss Déby Itno du Tchad, Alpha Condé de la Guinée-Conakry et Macky Sall du Sénégal, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé à 17h47 locales. Comme les autres chefs d'État, il a été accueilli par son homologue tunisien Monsef Marzouki. Après la traditionnelle bienvenue, place à l'exécution des hymnes nationaux. Au total, une dizaine de chefs d'État, dont le président français François Hollande et le roi du Maroc Mohamed VI, doivent participer ce vendredi à une cérémonie appelée ici la fête de la démocratie. Elle fait suite à l'adoption par la Tunisie d'une nouvelle constitution, une avancée démocratique saluée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je suis très heureux de me retrouver à Tunis. C'est l'invitation de mon frère Monsef Marzouki et de participer avec le peuple tunisien à cette belle fête de la démocratie. Mon pays sort d'une transition, je sais ce que c'est qu'une transition, et l'exercice fabuleux que vous avez réussi, de manière consensuelle, une constitution consensuelle, est un exemple, un bel exemple. Et je ne peux pas être absent de cette belle fête de la démocratie. Je suis heureux que mon frère Monsef m'y ait convié. Et je suis donc là avec le plus grand plaisir. Vous le voyez, vous le lisez sur mon visage. Auparavant, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait salué ses compatriotes venus nombreux l'accueillir et l'encourager dans ses efforts en faveur de la paix et de l'unité nationale. Comme les Maliens résidant en Tunisie, les ressortissants gabonais ont également acclamé les chefs de l'État. Au cours de son séjour, le président Keïta doit s'entretenir avec son homologue Monsef Marzouki autour des sujets d'intérêt commun, tels la sécurité et l'économie. Avant de quitter Bamako pour Tunis, le président de la République avait reçu en audience la ministre allemande de la Défense en visite au Mali. Ursula von der Leyen était venue annoncer à Ibrahim Boubacar Keïta que son pays comptait renforcer davantage sa coopération au Mali, notamment dans le domaine de la défense. Le reportage de Tessira Dambélé. Cette visite a permis à la ministre allemande de la Défense d'avoir des échanges directs avec son homologue malien, puis avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Juste après, Mme Ursula von der Leyen a annoncé le renforcement de la déjà bonne coopération germano-malienne. La coopération est tellement bonne, non seulement la coopération militaire, mais aussi la coopération civile qu'on a ici. Nous avons un très grand respect pour la façon dans laquelle le peuple malien reconstruit sa jeune démocratie et nous voulons intensifier le travail ensemble, la coopération pour la formation qui a été traditionnelle, très forte entre l'Allemagne et le Mali. Nous sommes ici avec les Nations Unies, mais notre spécialité, c'est augmenter la formation dans ce pays. L'Allemagne est le premier pays à avoir reconnu le Mali indépendant. Elle est déjà présente à Koulikoro dans le cadre de la formation des soldats maliens par la mission de formation de l'Union européenne. Cette visite confirme donc l'excellence des relations et la volonté des deux parties de consolider et de diversifier la coopération bilatérale. Au plan bilatéral d'abord, en consolidant ce que nous faisions déjà avant, en particulier dans le domaine du génie, mais qui va d'abord se traduire par
le retour à nos côtés de la mission de coopération allemande qui était là et qui nous appuyait à la fois dans le domaine en tant que conseil, à la fois dans le domaine de la formation. Nous allons aussi poursuivre notre coopération à travers l'UTM, au sein de laquelle les instructeurs allemands jouent un rôle essentiel aux côtés des autres instructeurs. Par rapport à la situation à Kidal, la position de l'Allemagne, selon la ministre, renvoie à un Mali capable d'assurer sa propre sécurité, mais aussi au désarmement des groupes armés et à la réconciliation. Il est nécessaire que le Mali soi-même soit capable de rassurer la sécurité dans ce pays. Et nous sommes très impressionnés de la façon de laquelle le président et son cabinet sont en train de réunir ce pays et tous les groupes qui sont dans ce pays, de les désarmer non seulement, mais aussi d'avoir une réconciliation qui est nécessaire. Selon le ministre malien de la Défense, la coopération avec l'Allemagne va aider notre pays à reconstruire son outil militaire. Celui-ci doit être capable de garantir la souveraineté de l'État malien et de contribuer à la stabilité régionale et internationale. Et cet après-midi, la ministre allemande de la Défense s'est rendue au camp Boubacar Sarrassi de Koulikoro. Ursula von der Leyen était allée s'enquérir du moral des troupes allemandes et maliennes afin d'élargir les missions de celles-ci. Elle a échangé avec les chefs militaires du centre et de l'EUTM sur l'intensification des stratégies de défense de l'intégrité du Mali. Brahima Koné. Autorités militaires, piquets d'honneur, une pléiade de journalistes et de caméramans ont constitué un dispositif important pour accueillir le ministre allemand de la Défense. Ursula von der Leyen effectue son entrée au camp Boubacar Sarrassi de Koulikoro et échange avec les chefs militaires de ce camp et de l'EUTM sur le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Von der Leyen a magnifié la coopération entre le Mali et l'Allemagne. Il y a une coopération et une amitié très très longue entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est notre mission commune ici, d'avoir les voisins qui ont une situation stable, une démocratie et de la croissance. Et nous sommes pleins de respect à ce qui concerne votre volonté d'établir ça ici, de regagner du terrain en ce qui concerne la stabilité pour ceux qui veulent vraiment développer ce pays. Le commandant du centre d'instruction Boubacar Sarrassi de Koulikoro mesure bien l'importance que vaut cette visite du ministre allemand de la Défense. La visite d'une telle personnalité au centre d'instruction Boubacar Sarrassi, dont je commande, est peut-être qu'une grande chance, une grande fierté pour moi personnellement, pour mon pays, et pour tout l'accompagnement de la communauté européenne. Je gère 23 nationalités. Voir telle personnalité venir voir, après avoir fait de longues distances, ne peut que témoigner que leur engagement politique pour l'avenir, le devenir de notre pays, notre armée. Pour le commandant de la mission de l'EUTM, la visite d'une telle personnalité est un motif de satisfaction et devra aussi permettre de galvaniser les troupes du Mali et de l'EUTM. Nous avons échangé très simplement sur la situation de l'armée malienne ici au Mali, sur la mission. Elle voulait savoir comment se déroulaient les conditions d'exécution de cette mission, quelles étaient les actions que nous menions exactement au profit des bataillons maliens, quelle était la situation après 5 semaines ici pour le bataillon qui est en cours de formation, quel était le niveau opérationnel de ce bataillon. Donc elle venait avec des questions tout à fait utile ici pour justement mettre en avant ce que nous faisons ici au profit de l'armée malienne au Mali. À travers cette visite, le ministre allemand de la Défense veut se faire une idée de la mission de son pays afin d'élargir la taille de cette mission. J'ai parlé avec le président du Mali qui m'a encore une fois confirmé que c'était tellement important que vous étiez ici. Ils sont très heureux qu'on va allonger la période de cette mission. Et la formation, ça c'est l'éducation, ça c'est la possibilité de vraiment être capable
comme pays, d'être responsables ici pour la sécurité. Les Allemands sont chargés de la formation du génie militaire et la prise en charge de l'hôpital de campagne du centre Boubacar Sadassi de Koulikoro. Von der Leyen a visité cet hôpital moderne qui a toutes les commodités à l'image de l'Europe et a assisté à des séances d'entraînement et de déminage. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain, vendredi 7 février et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. L'ordre du jour porte sur la constitution des groupes parlementaires et sur des déclarations politiques. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Direction Bruxelles, où une réunion de haut niveau s'est tenue aujourd'hui. C'était pour dresser le bilan comparatif des stratégies existantes afin de contribuer à une meilleure coordination des efforts internationaux au Sahel. La rencontre était présidée par le Premier ministre Oumar Tatamli. Envoyé spécial à Bruxelles, Amadou Sankaré, Tchadje Kamara. Cette réunion de haut niveau sur le Sahel qui intervient 3 mois après la tenue de la réunion ministérielle de Bamako du 5 novembre dernier se fixe comme objectif de dresser un bilan comparatif des stratégies existantes afin de contribuer à une meilleure coordination des efforts internationaux au Sahel. Pour parvenir à cet objectif, des partenaires comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union africaine et la Banque islamique de développement se sont engagés à aider les pays concernés par la question. Pour le Premier ministre Oumar Tatamli, les multiples défis auxquels les États du Sahel sont confrontés sont de nature transnationale et pour ce faire, les réponses se doivent conséquemment d'être globales, concertée et coordonnée. Le chef du gouvernement a également rappelé l'urgence de faire du Sahel un espace de coprospérité économique et sociale adossé à une zone de paix et de sécurité renforcée. Rappelons enfin que c'est le Mali qui assure la présidence de la plateforme de coordination de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. En marge de la réunion de suivi de la conférence des donateurs, le Premier ministre a rencontré le président du Conseil de l'Union européenne. À l'issue de cette rencontre, les deux personnalités ont fait des déclarations que nous vous proposons au micro de nos envoyés spéciaux, Amadou Sankaré, Tchadje Kamara. La fréquence soutenue de nos rencontres avec les autorités maliennes et les réunions internationales que nous hébergerons à Bruxelles sont révélatrices de l'importance que nous attachons à nos relations ainsi que de l'engagement de l'Union européenne aux côtés du Mali et des Maliens dans les difficultés que ce pays a traversées récemment et qu'il surmonte peu à peu avec résolution. L'engagement de l'Union européenne au Mali se manifeste à la fois sur le plan politique, sécuritaire, sur le plan de la réponse à la crise humanitaire en matière de développement. Nos échanges ce matin nous ont permis de dresser un bilan du travail accompli ces derniers mois. Nous avons évoqué en particulier les développements en matière sécuritaire au Mali et leurs conséquences régionales et internationales. L'Union européenne a appuyé financièrement et logistiquement le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, sous conduite africaine, puis a déployé une mission de formation militaire qui contribue à la réforme en profondeur des forces de sécurité maliennes telles que le souhaitent les autorités politiques. D'autres actions en cours et une autre mission en préparation complètent cet accompagnement. Je me rendrai prochainement au Mali où j'évoquerai de nouveau avec le président Keïta et le Premier ministre la question cruciale du dialogue de paix national et du processus de réconciliation, ainsi que de toutes les dimensions de nos relations extrêmement étroites et inscrites dans la durée. J'ai tenu à venir rendre mes hommages au président Van Rompuy et lui dire toute l'excellente appréciation qui est celle du président de la République, du gouvernement de la République du Mali, du peuple malien pour l'assistance que l'Union européenne
nous a apporté dans le cours du règlement de la crise et maintenant dans cette phase de redressement que nous connaissons, qui effectivement est une assistance multiforme, qui prend en charge les enjeux sécuritaires, les enjeux humanitaires et les enjeux de développement. Cette assistance je suis venu lui dire que cette assistance nous est très précieuse et nous permet d'organiser aujourd'hui dans de meilleures conditions la sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire, ainsi que la relance de l'activité économique et la reconstruction des institutions. Je tiens tout particulièrement à saluer les travaux qui sont en cours dans le cadre de la mission de formation IUTM qui permettent aujourd'hui de reconstituer des forces de défense et de sécurité professionnelles et à même d'assumer l'entièreté de leurs fonctions. Toujours à Bruxelles, hier, le Premier ministre Omar Tatamli s'est entretenu avec la commissaire européenne à la coopération internationale. Kristalina Georgieva a encouragé les efforts du Mali dans la prise en compte des préoccupations des populations. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. That have been made in Mali in a short period of time in terms of security. Nous avons discuté de toute une série de questions, notamment les progrès réalisés au Mali récemment. Et nous avons insisté sur deux choses particulièrement importantes pour nous, à savoir la sécurité alimentaire et la stabilisation des régions du Nord. J'ai été très heureuse d'apprendre les mesures qui sont prises en matière de sécurité alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire. Nous avons entendu un message très clair de la part du Premier ministre, à savoir que 800 000 personnes auront besoin d'assistance. Et nous venons, nous, tout juste d'adopter une décision de 142 millions d'euros à mobiliser pour l'intégralité de la région du Sahel pour 2014. Voilà pourquoi ces entretiens que nous avons eus étaient tout à fait opportuns et portés sur ces mêmes sujets. Nous avons également discuté des mesures à mettre en place pour attirer les déplacés, les personnes qui ont quitté les régions du Nord. Nous avons l'intention de soutenir la réhabilitation des services de base dans ces régions. Et j'étais tout à fait rassurée de voir que les mesures que nous avions prises pour restaurer les écoles étaient les bonnes mesures. C'est celles qui permettront de faire revenir les familles avec enfants dans ces régions. From Timbuktu to Kidal, how we can do together a good job for the people there. Retour à Bamako, une conférence sur comment mieux contrer la propagation de l'idéologie islamiste en Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce mercredi. Il s'agira pour les participants de trouver des stratégies pour une paix durable et une sécurité des populations de la sous-région. Le compte-rendu est signé Isaac Tino. Notre sous-région ouest-africaine est aujourd'hui minée d'islamisme violent. Cette conférence sous-régionale sur comment mieux contrer la propagation de l'idéologie islamiste en Afrique de l'Ouest en particulier mérite une adhésion de tous. Au cœur des problèmes de sécurité et de l'unité nationale, il nous semble exister une autre dimension à laquelle la présente conférence va être dévouée. Toute instabilité nationale et tout problème sociopolitique se présentent comme un terreau fertile à toute forme de radicalisme religieux. La sous-région demeure fortement sécuée par la propagation de l'idéologie islamiste et l'avancée de l'extrémisme violent, l'exclusion sociale, la pauvreté, le chômage des jeunes et les conditions socio-économiques difficiles sont les raisons principales à l'origine de cet extrémisme. Le choix du Mali pour abriter une telle conférence ne peut qu'être salutaire pour les autorités du pays. Avec l'islam comme religion où le besoin fondamental est là avec la paupérisation des peuples, alors donc, c'est les partenaires, les sources de revenus de financement des groupes, des milieux d'enseignement religieux qui sont donc devenus les tyrans et les tenants des ficelles de la religion islamique dans nos États. Il faudrait que dans vos résolutions, vous osez interpeller nos États à instruire l'éducation religieuse. Cette rencontre de 2 jours regroupe des responsables religieux, de la sécurité, de la société civile et des élus des pays de l'Afrique de l'Ouest.
Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, les communautés s'engagent. C'est le thème national retenu cette année pour la Journée internationale de lutte contre l'excision. L'accent est mis sur le rôle des communautés dans la promotion de l'abandon de la pratique. Outre cet apport, les acquis et les défis relatifs à la prévention et à la prise en charge des complications liées à l'excision. Selon l'UNFPA, 30% des femmes qui ont subi l'excision développent des complications au cours de leur vie. Ramata Konati. L'édition 2014 de la Journée internationale de lutte contre l'excision enregistre une bonne nouvelle. Nous, représentants de 14 communautés et Imadjo, commune 6 du district de Bamako, réunis ce jeudi 6 février, prenons l'engagement solennel en toute connaissance de cause d'abandonner la pratique de l'excision, des mariages précoces et forcés des filles au sein de nos communautés. C'est la première déclaration publique d'abandon à Bamako. Elle porte ainsi à plus de 800 le nombre de villages ayant dit non à cette pratique traditionnelle. À cela s'ajoute la prise en charge des centaines de femmes victimes des complications liées à l'excision. Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce à des méthodes utilisées. Les stratégies sont entre autres la communication pour le changement de comportement, le renforcement des capacités des intervenants, la prise en charge intégrée des victimes de complications liées au MGF excision et leur réinsertion socio-économique. Malgré ces efforts, le phénomène persiste. C'est pourquoi cette année, les regards sont braqués sur les communautés en vue de l'abandon de l'excision. Il s'agissait, à travers les activités organisées, d'attirer l'attention des uns et des autres sur les conséquences de la pratique. Environ 30% des femmes excisées développent une complication au cours de leur vie. La pratique de l'excision constitue une grave violation des droits humains. À titre de rappel, les Nations Unies ont adopté en 2012 la résolution 67-146. Cette résolution invite les pays membres à voter une loi interdisant l'excision. Pour sa part, le Mali est encore dans la phase de sensibilisation avant de passer au vote. Autre sujet, plus de 200 millions de francs CFA, c'est le montant des travaux d'aménagement de la voie d'accès au site des sociétés coopératives à Guana et Nissala, deux localités situées dans la commune rurale de Kalabankoro. Les 10 travaux ont été lancés ce matin par le ministre du Logement, suivi par Nando Dambélé. Dans le cadre de sa politique d'accès au logement, le gouvernement a mis plus de 200 hectares à la disposition des 41 coopératives d'habitat, toutes membres de la Confédération nationale des coopératives d'habitat, CONASCO. Les parcelles qui sont destinées à la réalisation de logements au profit des membres des coopératives sont 6 à Guana et Missala, mais l'accès aux 10 sites est difficile, ce qui a suscité la réalisation de cette voie d'accès. Ce pont de passage qui nous sera mis à disposition dans un délai meilleur a été sollicité par la fêtière coopérative d'habitat depuis 2010 afin de permettre l'accès facile au site des coopératives d'habitation. Autorisé par la 30e session du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat, les travaux consistent en l'aménagement d'une voie d'accès d'1 kilomètre et d'un pont de 20 mètres de long. Le chantier qu'on est en train de visiter ce matin est un chantier important, dans la mesure où sa réalisation va permettre une accessibilité plus accrue la population, non seulement à leur visage, mais aussi au site d'à peu près 500 hectares et qui revient aux coopératives d'habitat en République du Mali. Alors, comme vous le savez, pour que les coopératives puissent implanter leur parc de logement, il faudrait bien que le site soit accessible et c'est dans cette perspective que nous avons décidé de soutenir cette activité. La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Office malien de l'habitat et la durée des travaux est de 5 mois. 6 février 1976, 6 février 2014, l'armée de l'air a 38 ans. La commémoration de ce 38e anniversaire a été marquée à la base 101 de Sénou par d'importantes activités, parmi lesquelles une conférence de débat sur le parcours de l'armée de l'air, de sa création à nos jours, bilan et perspectives. Abdraman Maïga.
Ce 38e anniversaire de l'armée de l'air a été marqué par une conférence de débat sur le parcours de l'armée de l'air de sa création à nos jours. Elle aura permis au chef d'état-major de l'armée de l'air, Souleymane Bamba, de dresser le bilan des opérations effectuées de 1976 à 2014, de dresser un état des lieux de l'aviation militaire et de parler des perspectives d'avenir. Nous voulons compter sur ce que nous avons d'abord sous la main, ces ressources humaines-là, continuer de les former, continuer de les entraîner, mais surtout chercher que les plus hautes autorités de ce pays puissent mettre à la disposition de cette armée de l'air des équipements, des aéronefs, des moyens radars, des moyens de lutte anti-aérienne. La présente rencontre visait également à rendre un hommage mérité aux anciens de l'armée de l'air. Il s'agit de ces anciens qui, de par leur courage et leur détermination, ont permis à l'armée de l'air de jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique du Mali. Avec ceci, il y a eu des échanges d'idées qui ont permis à l'assistance de mieux comprendre les missions et la place de l'armée de l'air dans la réussite de toute opération militaire. Certains intervenants ont été très explicites. L'expérience a prouvé que c'est l'armée de l'air qui est quand même l'outil, le premier outil capable donc de frapper en profondeur. Cette conférence a pris fin par la pose de la première pierre de la stèle de l'armée de l'air. Cet édifice qui sera érigé à la place d'armes de la base 101 de Sénou constituera un symbole de reconnaissance aux aviateurs qui ont perdu la vie dans les missions commandées. Signature ce matin au siège du parti Sadi à Djelibougou de la déclaration de politique du groupe parlementaire Sadi Far Ankawili. Étaient présents à cette cérémonie les députés élus des deux partis et une délégation des élus du RPM. Le reportage de Ibrahima Chokari. La signature de cette déclaration de politique consacre la naissance du groupe parlementaire Sadi Far Ankawili, deux partis politiques que tout opposait il y a quelques mois à travers les regroupements. Cette déclaration qui vient d'être signée constitue la ligne directrice du groupe parlementaire Sadi Far. Les deux partis se retrouvent, selon les responsables, autour d'un certain nombre de valeurs. Il s'agit de consacrer un engagement entre deux partis politiques. Certains Maliens ont compris que le pays traverse une situation extrêmement difficile et que nous n'avons pas que le bonheur en face de nous, sinon on ne se lève pas. Alors que nous pouvons faire quelque chose en refusant simplement de faire du nombrilisme. Je tiens à remercier le parti Sadi pour avoir accepté de dialoguer avec nous pour la constitution de ce groupe parlementaire. Ce n'était pas chose facile. Les circonstances d'aujourd'hui nous poussent à réfléchir autrement. Aujourd'hui, nous partageons un idéal, c'est que le Mali aille de l'avant. Nous nous sommes dit qu'à un moment donné, il faudrait que les acteurs politiques se réunissent, qu'ils puissent voir ensemble comment nous pouvons sortir de ce pays, comment les hommes et les femmes peuvent être mis au travail. Cette déclaration de politique du groupe parlementaire Sadi Far, qui sera présentée à l'Assemblée nationale, contient un certain nombre d'engagements, à savoir être porte-parole de toutes les couches de notre société, des paysans qui représentent 80% de la population, des travailleurs et particulièrement des travailleurs du secteur mine. Le groupe parlementaire Sadi Far reste membre de la majorité présidentielle. 300 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux qui a tenu la 15e session de son conseil d'administration. L'agence entend au cours de cette année améliorer les qualités des soins des hôpitaux au Mali. Reportage de Khadija Tokone. Poursuivre la réforme hospitalière et améliorer l'hygiène hospitalière et la gestion des déchets biomédicaux, c'est l'un des objectifs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux ANEH qui a tenu sa 15e session de son conseil d'administration. Avec un budget de plus de 300 millions de francs CFA, l'ANEH compte au cours de cette année planifier les activités pertinentes pour plus de visibilité et de lisibilité de sa structure, mais aussi des établissements hospitaliers. Nous sommes attaqués à certains aspects prioritaires, tels que la gestion de l'hygiène hospitalière à travers les déchets, qui étaient quand même très préoccupants dans l'ensemble des hôpitaux et de façon transversale, la gestion des ressources humaines,
qui connaît trop de problèmes, qui continue à poser trop de problèmes au sein des hôpitaux, des grèves qui ne s'expliquent pas. Chaque année, depuis la création de la NH jusqu'à maintenant, nous passons dans l'ensemble des hôpitaux pour évaluer les niveaux de performance. Mais nous-mêmes, en tant qu'évaluateurs, nous ne sommes pas satisfaits du niveau actuel parce que nous devons tout faire pour inscrire les hôpitaux dans la dynamique d'auto-évaluation. Le conseiller technique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, au nom du ministre, réitère le soutien de son département à l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux pour atteindre les objectifs visés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait de l'accréditation un des piliers stratégiques de sa politique de santé pour la décennie à venir. Prenant pour socle la gestion axée sur les résultats, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique traduira la volonté du gouvernement en accompagnant et renforçant l'ANEH pour aider les hôpitaux. Le directeur général de l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux promet une exécution correcte du budget après son adoption. Retour à l'actualité nationale, les services des douanes poursuivent leur lutte contre le trafic illicite. C'est ainsi qu'à l'aéroport international de Bamako-Sénou, 3 valises d'écailles de pangolin ont été découvertes avec un voyageur de la compagnie Air Ivoire. Au total, 90 kg d'écailles de cette espèce rare étaient destinés aux pays asiatiques. Il semblerait que ces derniers l'utilisent comme aphrodisiaque. Les médicaments contrefaits ont été saisis par le bureau principal des douanes de Faladje. Mariam Sagara est allée voir. L'administration des douanes n'entend plus donner un temps de repos aux fraudeurs. Ainsi, en 48 heures, des tonnes de médicaments, drogues et autres produits sont saisis. À Faladje, les agents ont découvert ce mercredi dans un camion 56 kg de médicaments contrefaits de tout genre. C'est dans le cadre des contrôles habituels des marchandises importées. Au cours du contrôle quotidien que nous effectuons sur les camions en provenance de l'étranger lors des opérations de dédouanement, nous avons découvert ces colis de produits pharmaceutiques enfouis sous les marchandises diverses qui viennent au nom de Kaya Kaya. Il y a 56 colis, 56 gros colis, ça vient du Ghana. Ça vient la destination, c'est le marché malien. Ces produits, comme je vous le disais tantôt, ne répondent pas aux normes d'importation. À l'aéroport Bamako-Sénou, le chef d'escale Touré Fatoumata Touré et son équipe ont intercepté un Malien venant de la Côte d'Ivoire. Ce dernier transportait 3 valises contenant des écailles de pangolin, une espèce rare en voie de disparition. Une escouade a eu à saisir des écailles de pangolin. Donc ils ont fait passer les valises au rayon X. C'est au cours de cette fouille manuelle qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des écailles de pangolin. C'est généralement des produits qui sont utilisés à but aphrodisiaque dans les pays asiatiques. D'après les échos qui nous sont parvenus. La direction des douanes renforce ainsi son système de contrôle en 2014 pour booster l'économie malienne. Cette année, placée sous les signes de la communication par l'OMD, Organisation mondiale des douanes, est une occasion pour informer, partager et faire découvrir les ennemis de notre développement économique. Sur un tout autre sujet, l'association cotonnière africaine vient d'organiser un atelier international. Les participants échangent sur la correspondance de standards en matière de qualité du coton africain. La rencontre se passe à Koutiala, 10 pays africains y participent. Le reportage de Outanga Dambélé avec la voix de Fademba Keita. La confection des standards de coton fibre est le souci majeur des sociétés cotonnières d'Afrique pour la bonne commercialisation de la fibre au bénéfice des pays producteurs de l'or blanc. C'est pourquoi l'association cotonnière africaine ACA a organisé cette session. Une session qui a pour but de promouvoir le coton d'Afrique à travers la création des standards qui constituent un instrument juridique de valeur marchande. Au cours de ce présent atelier, vous aurez l'occasion d'examiner un certain nombre de questions importantes à travers des exposés et des échanges portant notamment sur la connaissance des types de vente de chaque pays producteur en Afrique, la version actualisée des standards de coton africain réalisée en septembre 2013 à Bourg-du-Lasso,
les travaux de classement et le coton africain sur le marché international de plus en plus exigeants. Le président directeur général de la compagnie malienne de développement des textiles, qui présidait la cérémonie d'ouverture, s'est réjoui du choix porté sur le Mali pour abriter les travaux de mise en correspondance avec les gammes de types de vente des pays producteurs. Cet important travail de mise en équivalence des différentes qualités de coton fibre confirme l'homologation des nouveaux standards par nos différents pays, mais surtout demeure le fondement légal pour une véritable promotion commerciale du coton africain. Il est ainsi l'expression de notre volonté commune d'unir et coordonner nos efforts pour faire occuper par notre continent une place conséquente au marché mondial du coton. Les 5 jours d'échange d'expérience ont permis aux chefs classeurs venus des 10 pays du continent de confectionner des standards portant sur la qualité de la fibre, à savoir l'éclat, la longueur et la couleur de la fibre de coton. Les standards Afrique seront déposés à Brême, à Liverpool et en Asie pour servir de référence pour les négociants. Les travaux ont été sanctionnés par d'importantes recommandations, à savoir renforcer les capacités des classeurs par des voyages d'études et déposer des standards Afrique au niveau des organisations paysannes et des égrenaires dans toutes les sociétés cotonnières. 300 millions de francs CFA sont destinés à l'achat de matériel informatique pour la relance de l'administration à Tombouctou. La région vient de bénéficier à cet effet d'une 60aine d'ordinateurs et imprimantes, un don de l'Agence de coopération de Luxembourg et du gouvernement malien. Adama Jimdi. Une 60aine d'ordinateurs, de photocopieuses et d'imprimantes. C'est le don mis à la disposition de la région de Tombouctou. À cela s'ajoutent 2000 mobiliers scolaires, le total pour environ 300 millions de francs CFA. Cette intervention se situe dans le cadre du projet de soutien rapide aux autorités et aux services sociaux essentiels de l'IXDEV, l'agence de coopération de Luxembourg. Le projet mené par l'IXDEV sur financement de l'Union européenne a pour objectif d'aider les autorités côté État et côté collectivité dans une période difficile où il s'agit de remettre en marche les administrations qui ont subi des dommages pendant la crise. Il s'agit de les remettre en marche pour le bien des populations au nord. C'est dire toute notre gratitude encore une fois auprès des bailleurs de l'Union européenne et de Lux Développement qui met ce projet d'appui en œuvre. Il reste encore du travail pour la région en marche pour relancer la dynamique de développement et j'appelle tous les partenaires présents à accompagner les efforts des Maliens dans cet objectif. Dans l'ensemble, 80 services communaux ont déjà bénéficié de l'appui direct du projet. 6 bâtiments sont en cours de réhabilitation, dont des SESCOM. Ce matériel permettra de transmettre à temps les informations dont le niveau national a besoin, surtout dans le cadre du système d'information sanitaire. Cet appui de l'IXDEV permettra à l'administration de reprendre le service dans des conditions confortables. Page culture à présent, à Bissimila, bienvenue à Ségou. La caravane de la paix et de la réconciliation a été accueillie par des griots et des cavaliers à l'entrée de la ville. Les artistes du festival au désert vont participer à leur façon au festival sur le Niger. Nos envoyés spéciaux, Alou Touré et Moïse Traoré, nous en disent plus. 4 spectacles et un don pour les réfugiés maliens. Du 27 janvier au 3 février 2014, la caravane de la paix et de la réconciliation a parcouru 3000 km à travers le Burkina Faso et le Mali. C'est en chantant l'hymne national que les 82 caravaniers ont foulé Sona, le premier village malien dans l'arrondissement de Mahou. La manière dont spontanément les artistes et les gens de la caravane sont descendus pour signaler ce message de paix pour tout le Mali, symboliquement en franchissant la frontière devant les gardes frontières. Je ne vous cache pas que j'ai été assez ému. Et je trouve que ça a beaucoup de force avec des personnages comme Maïra Harbi qui est à la tête des artistes ici, sont des personnages emblématiques pour un avenir meilleur, un futur plus paisible. Et j'espère que cette caravane aura contribué au rétablissement de la paix. La nuit enveloppe les êtres et les choses
quand le directeur du festival sur le Niger et les griots de la 4e région reçoivent les caravaniers. En pays Bamanan, les invités de marque ont droit à cet hommage. Et si nous, avec notre festival et d'autres festivals en Europe, on arrive à porter ces messages, à recevoir nos amis dans nos festivals et à les aider à porter ce message, ben ça veut dire que c'est en train de gagner du terrain et que peut-être la musique, comme il se doit, va l'emporter sur les armes. Le cortège qui s'ébranle vers la cité est encadré par des jeunes cavaliers. Tambours et klaxons rivalisent d'ardeur pour dire Aou Bismillah. Bienvenue à Ségou. Culture toujours, cette fois nous parlons théâtre. Tête d'or, c'est le titre d'une pièce de théâtre qui a été jouée hier soir au Palais de la Culture de Bamako, sur les berges du fleuve Djoliba. Ce spectacle, mis en scène par Jean-Claude Fall, est inspiré de l'œuvre littéraire du même nom du français Paul Claudel, paru en 1890. Une histoire éternelle de figures d'aventuriers et de conquérants, d'Alexandre le Grand en passant par Jules César ou Pizarro. La pièce est une création de la compagnie La Manufacture, en coproduction avec la compagnie Blomba sous la direction administrative de l'Association pour la promotion des arts du Mali. Modibo Soiré a assisté à cette représentation inédite de plus de 2 heures, sans compte rendu. Spectacle itinérant en extérieur où chaque scène est jouée dans 3 espaces différents. Cette pièce baptisée Tête d'or est le résultat de 2 mois de résidence à Bamako d'artistes maliens, 12 comédiens, 2 choristes et un flûtiste. Ce sont les valeurs morales, les codes d'organisation sociétale de cette œuvre d'aventure, notamment la nature des rapports hommes-femmes, la place de la guerre et autres faits de société qui ont motivé Jean-Claude Fall à monter ce spectacle, une première au Mali. C'est une pièce que je connais depuis maintenant 15 ans, 20 ans, et j'ai toujours pensé qu'il fallait la faire en Afrique. Les circonstances ont fait que je ne l'ai pas faite. J'attendais le bon moment. Puis ma fille est venue s'installer ici au Mali. Je suis venu lui rendre visite. J'ai rencontré les gens du Blomba. On a beaucoup sympathisé. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça. La pièce intitulée Tête d'or, incarnée par Ramsès, est l'histoire d'un desperado qui son orgueil fou conduit à prendre le pouvoir par la violence et à s'affranchir de toutes les lois humaines. C'est aussi l'histoire du combat entre l'espérance et le désespoir, entre la tentation du pouvoir absolu et la foi dans la fraternité humaine. C'est une nouvelle expérience que j'acquiers parce que c'est la première fois, ça fait 4 ans que je fais du théâtre, mais c'est la première fois que je fais du théâtre à l'extérieur. On a même demandé des enfants l'autre fois que c'était quoi qu'on jouait ici. Ils nous ont dit non, c'est pas du théâtre, c'est un film. Donc c'est une expérience que j'acquiers de plus dans ma petite carrière de comédien. Ouais. Dans la pièce Tête d'or revendique évidemment le pouvoir, tue l'ancien roi et met au défi les opposants de se mettre sur son chemin. Le metteur en scène Jean-Claude Fall, il a actualisé la pièce et la pièce, on s'est retrouvés nous dans la pièce. Nous les Maliens, donc la pièce elle est devenue universelle, donc ça m'a inspiré et je me suis retrouvée dedans. À l'issue de la représentation, le personnage principal de la pièce Tête d'or a tout perdu. Femme, parents, maison et autres attaches. Au finish, le despote entraînera tout sur son mode vers la destruction et la mort. Bref, une histoire qui nous interpelle tous. Pour moi, c'est une pièce qui a un peu deux. Il y a 2 éléments. Le premier, il y a une ressemblance. On a un espèce d'état qui ne fonctionne pas bien, qui est verbeux, où les mots remplacent les faits, etc. Et une personnalité arrive, fait un coup d'état, prend le pouvoir. C'est des choses qui existent ici en Afrique. Le spectacle théâtral hors du commun sera représenté encore ce vendredi et samedi soir au Palais de la Culture de Bamako sur les berges du fleuve Djoliba. Belle représentation à voir et à revoir. Les lois sont faites pour être respectées, les textes pour être appliqués et la police ne ménagera aucun effort pour le faire. Ceci sans autre forme de préavis. Ce sont là des propos du directeur général de la police nationale qui s'exprime ce soir sur notre antenne sur l'opération fluidité de la circulation dans le district de Bamako. Une opération dont le démarrage est annoncé dans les tout prochains
jours. Le directeur général de la police nationale, Ami de Conseil, est l'invité de l'interview de la semaine. Un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre après ce journal qui s'achève. Merci de votre attention. Tout à l'heure, le journal d'information à suivre également avec Kadiya Toukone. Demain, pour les infos, 10h-13h, Nyanya Alou Traoré. Le soir, 18h-20h, Aouetouri. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur l'ORTM.